Marie-Pierre, Bonjour Franco. tout se passe bien pour toi? Oui, on peut commencer si tu veux. Ok, prépare-toi. Donc, on Allez, va je faire m'installe. l'enquête numéro 56. Ça marche. Et je rappelle que tu ne connais pas du tout le thème du sujet. Non, toujours pas. Ok. Prends 2 à 3 profondes respirations. Parfait. Et maintenant, Marie-Pierre, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à chaque palier, ton corps se relâchera de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Marie-Pierre, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement connecté pour répondre à la première question de cette enquête. 1, 2, et 3. Première question. Y a-t-il un temps où l'être humain ne mourrait pas? Oui ou non? Non. J'ai vu une image pendant le décompte qui a été assez rapide au début. J'ai vu comme un signe en V, comme un symbole, comme un boomerang. Et puis en prenant de la distance, ça faisait comme une croix. Et en fait, je me suis retrouvée en pleine guerre des étoiles, avec des vortex qui aspiraient. Il a fallu que je m'en écarte. Il y avait comme une guerre des étoiles, mais alors j'ai pas vu la guerre des étoiles, mais ça fusille dans tous les sens. Et ce sont des vaisseaux qui sont en forme de. C'est comme si deux boomerangs étaient collés l'un à l'autre, deux V en opposé. Voilà. Comme en forme de croix, ils sont dorés métallisés. Et c'est tout. Je sais pas du coup si ça a un lien ou pas. Donc, la première question que je t'ai posée, s'il y a un temps où l'être humain ne mourrait pas, c'est non. Non. Est-ce que la mort est une... Sur Terre, pardon. Sur Terre. Ok. Ailleurs, c'est possible. Mais sur Terre, c'est non. Pas ceux de la Terre. Est-ce que la mort est une création? J'entends passage.
Est-ce que la mort est un mécanisme induit ou naturel? Les deux me viennent, un peu des deux. Induit par la force des choses et en même temps naturel par expérience. J'entends tout dépend d'où l'on vient, de quelle expérience on vient. Qu'est-ce qu'on quitte? C'est différent selon l'expérience qu'on quitte. Qui ou quoi C'est une a perception, pardon, c'est une perception. Il y a différentes perceptions à ce sujet. Qui ou quoi a créé la mort? J'entends elle n'existe pas, c'est qu'un concept. Qu'est-ce qu'on perçoit dans le temps pendant la déconnexion du corps physique? Tu peux répéter, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on perçoit dans le temps pendant la déconnexion du corps physique? Ça me parle pas parce que du coup, je vois le symbole sur pause, de trait, pause. Oui. Ça se met sur pause parce qu'après, c'est autre chose. Tu peux préciser? C'est comme s'il y avait une... comment dire? C'est comme si on mettait sur pause une notion. C'est comme si on se décollait de ça. C'est comme si c'était une perception, une notion qui nous collait, mais qu'une fois qu'on sortait du corps, elle restait avec le corps. Et du coup, c'est comme si on était sur pause. Il n'y en a plus, c'est sur pause. C'est comme ça que... Il n'y a plus de quoi? de temps, de cette notion-là. Il y a une cassure, il y a une perte de perception qui peut mettre l'individu sur pause parce que c'est soudain, il y a une cassure, c'est soudain, oui. En un claquement de doigts, c'est... comme mis sur pause en attendant d'aller vers autre chose où ça existe encore ou si ça n'existe pas non plus. C'est comme s'il y avait plein de notions, de perceptions qu'on quittait qui étaient mis juste sur pause. Le temps de savoir si, selon où on allait, ça reprenait forme ou pas. C'est comme un entre-deux. C'est mis sur pause. Les notions, les perceptions qu'on quitte sont mises sur pause. Mhm. Alors, en tant qu'être humain, après, je sais pas, c'est comme ça que je le perçois. Parce que je vois depuis tout à l'heure, je suis dans une scène où le corps dans un hôpital quitte son corps et c'est comme si
Sa vie était dans une case, comme une case de bande dessinée, qu'il était passé de l'autre côté de la ligne de la case pour aller dans la seconde case où c'était flou, où c'était comme tout était mis en suspens. Voilà. Ok. Avant de passer à la prochaine case. Peuvent-il y avoir des causes qui interfèrent ou dérangent le processus du trépas? Oui. Il y a ce côté soudain, ce côté ce côté imprévu. Mais que la mort, que la décorporation soit soudaine, imprévue ou pas, les notions, il y a quand même cette cassure de tout ce qui représente, de toutes les notions humaines, perceptions humaines. C'est pour ça que je vois toujours la même scène, je vois un être qui est sorti de son corps. Ça a l'air d'être prévu parce qu'il est dans un hôpital, mais c'est comme si quand même ça le laissait un peu dans la sidération. Comme s'il avait oublié ce que c'était, comme si je le vois en gris. Je vois plus qu'une forme humaine en gris. Comme s'il était un peu transparent. Mais je ressens que même si c'est prévu, on peut être dans un état de surprise. Quand on reprend contact avec une forme qu'on a oubliée ou qui nous perd un peu. Ok. Est-ce que la façon de mourir influence la phase de trépas? Oui, Pourquoi et comment? à cause des émotions. Les émotions nous suivent. Surtout les plus fortes. Et la conscience aussi. Et avec l'expérience et tout ce qu'elle comprend. C'est plus ou moins facile pour certains individus, mais dans la plupart du temps, je perçois que c'est comme un état de sidération ou de se sentir déboussolé. J'entends, c'est tout aussi traumatisant que l'incarnation au niveau émotionnel. Autre chose? Parce que on s'attend pas, on s'attend pas. On peut imaginer ce que c'est l'autre côté, on ne peut jamais toucher du doigt et le vérifier. Alors, de l'autre côté, ça, selon la mort, selon les circonstances, selon la vie qu'on a menée, ça a des incidences émotionnelles qui nous mettent dans l'incapacité de se reprendre, je dirais, ou de se rappeler. Je vois toujours cette personne qui est décédée comme sur une table d'hôpital et qui est figée. Je le vois comme hébété, ouais. D'accord. Y a-t-il des conditions ou des facteurs qui peuvent retenir l'énergie du défunt dans la dimension qu'il vient de quitter?
Oui et non. C'est comme il y avait certaines énergies qui le suivaient et d'autres couches, un autre genre d'énergie, comme si l'énergie émotionnelle le suivait et l'énergie du corps, tout ça, était laissée derrière. Et après, il y a ceux qui restent, les vivants, qui peuvent retenir. Et il y a l'être désincarné qui, selon sa vie, peut avoir ou des regrets ou des choses pas finies. Et il y a une perte d'énergie à ce moment-là. Et il y a une perte d'énergie, l'énergie qu'il a suivie qui se perd, comme s'il y avait des fuites. Et c'est comme si, à force de cette fuite d'énergie, il y avait ces perceptions qui se... Comment dire? C'est... Comment dire? C'est comme si il se retrouve dans... Enfin, ça me fait penser comme s'il se retrouvait dans un état de quelqu'un qui a bu, vivant, qui a bu, et qui a du mal à... qui, au bout d'un moment, confond la réalité et son imaginaire et ses perceptions. Je ne sais pas si c'est clair. Il reviendra peut-être tantôt. On va passer à la prochaine question. Est-ce que l'enterrement, la crémation, l'inhumation ou la momification, etc., peuvent-ils influencer le post-mortem? Oui ou non? Oui et non. Non par rapport à des croyances et oui par rapport aux émotions. C'est-à-dire une personne qui va être enterrée, une autre qui va être inhumée, une autre qui va être momifiée, est-ce que ça peut changer ou influencer le post-mortem? Je dirais que non, ce qui peut influencer, c'est dans quel état émotionnel on passe par rapport aux croyances. Et comme en plus on peut être déboussolé, ça fait comme un gros méli-mélo de brouillard. Ça fait un mélange d'informations complexes. Mais le corps, peu importe ce qu'il devient, n'a pas de conséquences sur... Il n'y a pas d'influence. Non, tout dépend dans quel état d'esprit et la croyance de cette façon de finir au niveau de la chair. Mais Tu peux justement expliquer comment et pourquoi? Donne un exemple. je vois depuis tout à l'heure un corps momifié. Oui. Et selon la momification, il y a des croyances qui sont rattachées. Comment dire? Selon la culture, les habitudes, choix ou pas, il y a des notions derrière. Et quand la personne décède, avant de décéder, elle sait de quel... alors pour l'ancien temps, elle sait, dans les croyances de la culture, elle sait à quoi s'attendre de l'autre côté, selon sa caste sociale, ce qu'il attend de l'autre côté.
Et du coup, elle le créera ou elle s'y attendra de l'autre côté. Mais c'est pas c'est pas une certitude. Elle transporte tout ça avec elle. J'entends, c'est comme les gens qui s'attendaient à, s'ils étaient riches, bien momifiés, à voir des dieux de l'autre côté. Ils peuvent être perdus et ne pas les voir, ou alors les voir parce ils s'attendent à être accueillis par eux de l'autre côté. Mhm. C'est du cas par cas. D'accord. Et ils me viennent dans le monde moderne, que ce soit crémation ou autre chose. Tout dépend, peu importe, tout dépend de l'état d'esprit et les croyances qu'on a eues avec ces émotions qui sont reliées. Il n'y a que ça qu'on transporte de l'autre côté. Ces émotions et ces croyances ont une énergie, mais c'est pas la même que l'énergie physique qui fait maintenir un corps en vie. Celle-là, elle reste de l'autre côté. D'accord. Et plus on est dans un état où on est perdu de sidération et plus c'est violent ou soudain ou imprévu, plus, plus je vois cette perte d'énergie qui s'étale dans du brouillard et c'est là que comme un homme qui est un peu sous mélange la réalité et commence un peu à perdre la tête, si on peut dire comme ça, mais c'est pas Oui, le mot juste, mais je comprends à ce que se tu dis. perdre, oui, ouais, tant mieux. Bien. Y a-t-il des êtres humains sur Terre qui ont la certitude de ce qui se passe après la mort? Oui, ceux qui font des expériences de, de MI Mhm. et qui reviennent en parler. Peux-tu le déchiffrer? J'entends, ce ne sont que leurs expériences, pas une vérité en soi. J'entends, c'est du cas par cas. À part ceux qui font du AMI, vois-tu d'autres personnes sur Terre qui ont vraiment cette certitude de ce qui se passe de l'autre côté? Non. Il y en a qui pensent en avoir dû à leur expérience, mais Mhm. j'entends, c'est du cas par cas. C'est vraiment... c'est pas... c'est pas quelque chose de figé, de certain, de ce qu'on peut attendre derrière. Parce que comme en tant qu'être vivant dans un corps, c'est comme dans notre vie, rien n'est figé, tout est, tout est en perpétuelle évolution. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir avec certitude ce qui nous attend de l'autre côté. Parce qu'en changeant nous-mêmes, on évolue, on a des idées différentes, des croyances qui évoluent ou pas. Et comme on ne peut pas savoir la façon dont on va mourir, on ne peut pas savoir ce qui nous attend derrière. C'est pas possible. On peut en avoir une idée, une croyance, qu'on ait fait l'expérience ou pas. Mais comme je te disais, au moment de la mort, il y a comme une cassure. C'est pas comme si tu te désincorporais en plusieurs phases. Ça se fait d'un coup. Mhm. Et encore, du coup, ça me vient à l'idée du coma. Là, c'est encore autre chose. Parce qu'il y en a qui font cette expérience, mais ne s'en rappellent pas en revenant. Et c'est pas pour autant qu'ils auront la même expérience quand ils mourront vraiment. J'entends l'être humain a besoin de se rassurer, mais c'est aléatoire.
Comme tout évolue et que rien n'est figé, comme on ne sait pas la façon dont on va mourir. Ça me fait penser même aux suicidés, dont c'est un choix ou pas. On ne peut jamais être certain de ce qu'on va trouver de l'autre côté. Ça, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en question. Et des infos qu'on n'a pas. C'est comme si au milieu, il y avait des croyances, des infos, des intox, tout ça, et plus à rajouter le paramètre de l'imprévisible, ça... Autre chose? C'est complexe, non. Ok. Dans les expériences pré-mortem, il y a des témoignages de ceux qui ont été accueillis par des défunts, figures angéliques ou divinités. De quoi cela dépend? De leurs croyances. Juste de leur croyance? En grande partie, oui. Malgré tout, j'en vois qui ont beau avoir des croyances, ils se perdent dans l'état de fantôme. J'en vois qui fuient quelque chose sans savoir quoi. Et qui sont toujours... je sais pas, je vois un œil humain devant moi, l'œil ouvert, j'en vois qu'un, et qui regarde vers le haut, un œil bleu. Qui regarde vers le ciel, en se posant mille et une questions. Il y en a qui sont accueillis et d'autres pas. Ok. Et je sais pas, j'en sais pas plus. Parfait, Marie-Pierre. On a fini la partie imposée. On va essayer de revenir à la troisième question. Est-ce que la mort est une création, un mécanisme induit ou quelque chose de naturel? Est-ce que tu perçois à la naissance, une fois que on s'est incarné dans un corps physique, est-ce qu'il y a déjà une programmation prévue pour l'heure de notre mort? Est-ce que tu perçois ça? Ben oui et non. Ça peut être, ça peut se changer. Il me vient la notion comme l'énergie qui fait fonctionner le corps. C'est comme si on pouvait dire qu'elle avait une garantie, une durée de vie. Tout dépend ce qu'on en fait. Tout dépend quelle vie on va avoir, quelles expériences et qu'est-ce qu'on va en faire. Au départ, et rien qu'au capital physique, on part avec un capital, oui, différent les uns des autres, avec des forces, des faiblesses, avec un capital plus ou moins faible, plus ou moins costaud, tout dépend. Et après viennent se rattacher les expériences, les émotions, tout ce qu'un être humain peut vivre, qui peut changer, la fin, si on, la fin de cette expérience. D'accord. Et même là, ça peut, tout dépend comment on avance dans la vie. Tout dépend de notre état d'esprit, nos expériences, notre éducation, la culture ou pas. Tout dépend notre ouverture d'esprit, si on est curieux de ça ou si on se posera pas la question. Tout dépend si on est croyant ou pas. Plus ce qu'on fait de notre capital de départ. Si on a un capital santé de départ qui est prévu,
jusque 20 ans d'une vie terrestre. Est-ce que là, il y a une programmation dite, voilà, telle personne vivra jusqu'à 20 ans? Est-ce qu'il y a une Non, non, programmation? c'est vraiment, il n'y a rien de figé. Rien de figé. Donc, en fait, il n'y a pas de Parce programme que qui dit, voilà, telle personne ou telle personne mourra à 40 ans, l'autre à non, 50, l'autre à que 20 la ans. personne soit un choix libre ou à moitié ou pas le choix, et l'impression d'avoir plus interféré ou pas, ou pas interféré à l'arrivée. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et imagine quelqu'un qui naît dans un corps robuste et avec pas grand-chose au niveau faiblesse au niveau de santé, au niveau des organes, tout ça. S'il fait n'importe quoi, il mange n'importe quoi, ou qui tire sur la corde un peu, de l'énergie de capital de départ, c'est sûr que si il aurait pu vivre, je sais pas moi, jusqu'à 90, peut-être que ça sera s'il fume ou pas, et encore que même là, les corps réagissent différemment. Tout dépend de l'hygiène de vie, tout dépend les croyances, tout dépend l'interférence. Et encore que même là, selon comment on avance dans la vie, euh, tout dépend de ce qu'on en fait, de nos expériences, de nos croyances, tout dépend de notre ouverture d'esprit, tout dépend de ça peut rallonger, raccourcir. Il y a vraiment rien, je ressens vraiment rien qui soit déterminé, certain. Ok. S'il peut y avoir des pièges qui sont déjoués, tout dépend de la conscience que l'on a de la vie, de soi-même. Il y a comme au départ, oui, c'est comme s'il y avait une grande ligne directive, mais rien n'est cristallisé. Il n'y a pas de fatalité en soi. Ok. Il y en a qui peuvent déborder du chemin sur lequel ils étaient partis, changer de direction, de route, changer de possible. Je vois comme une ligne droite avec plein de ramifications à droite et gauche. Tout dépend ce qu'on fait de sa vie, de l'état d'esprit. Enfin, il y a beaucoup de paramètres de qui on est, du caractère, de la personnalité, l'éducation, de la culture. Tout dépend ce qu'on fait de notre vie, interférer ou pas. Tout dépend les choix que l'on fait. Tout dépend. Ok. Alors, la question 11, y a-t-il des conditions, facteurs qui peuvent retenir l'énergie du défunt dans la dimension qu'il vient de quitter? Au niveau émotionnel, oui. Ok. Cherche une personne Que qui... ce soit, pardon, que ce soit côté vivant ou côté désincarné. Mhm. Il peut y avoir les deux ou que l'un ou que l'autre. Plus tout ce qui se greffe autour. Mhm. Parlons d'une personne qui est spirituellement, qui a une belle conscience spirituelle, qui est prête à, à trépasser, à partir de l'autre côté, qui a fait un travail sur le lâcher prise, qui n'est retenu par aucun facteur émotionnel. C'est pas possible. J'entends, c'est pas possible. Tu peux développer? Ou c'est rare. Mhm. Ça me renvoie à cet œil-là que je vois là, cet œil humain ouvert, on dirait avec des cils de femme, un œil bleu qui regarde vers le ciel et qui se pose des questions, qui regarde en haut et qui se pose des questions sur ce qu'il y a après, comment c'est après, enfin, euh, qui se pose des questions. En se posant des questions et sans être certaine de ce qu'on a après, on peut être serein et quand même déboussolé. Mhm. Parce qu'on peut jamais, comme je te dis, on peut jamais s'attendre à ce que ça va être. C'est du cas par cas. Donc, dans tous les cas, c'est déstabilisant de, Ok. de se voir comme toujours Pierre-Paul ou Jacques et de plus avoir les mêmes perceptions, les mêmes conditions d'état d'être. Mhm. Dans tous les cas, ça déboussole.
Combien de temps, plus ou moins, reste-t-il sur le plan terrestre? En parlant d'une personne qui a une conscience spirituelle déjà bien développée, qui se rend compte directement qu'elle n'a plus de corps physique. Que se Tout passe-t-il? dépend, tout dépend ce qu'elle met derrière le mot spirituel. Tout dépend de ses croyances. Mhm. Le mot spirituel, ça me parle pas. Tout dépend ce qu'on y met derrière. C'est vague, c'est trop vague. Bah, disons qu'il On peut mettre tout derrière le mot et rien à la fois. qu'il a cette conscience, voilà, qu'il y a une vie après la mort physique, qu'il a déjà cette conscience bien développée, qui n'est pas surprise de se retrouver de l'autre côté, sans corps. Est-ce qu'elle est encore retenue sur ce plan terrestre longtemps? Je peux pas te dire, ça dépend. Mhm. À cette cassure que je disais au départ, c'est soudain, ça se fait pas en plusieurs phases. La décorporation, et tout dépend. Tu me parles de spiritualité ou de ce qu'elle s'attend, mais c'est toujours c'est toujours une idée qu'elle s'en fait. Ça veut pas dire que ça sera ça. Et rien que la décorporation, c'est comme un choc, comme je vois le fait de naître. Mhm. À l'aller ou au retour, c'est déstabilisant. Et même si la personne, comme tu me dis, elle est dans cet état d'esprit, personne peut dire, puisque personne revient pour en parler, personne peut dire, ou alors c'est très très rare. Personne peut dire à quoi s'attendre précisément. Dans tous les cas, c'est l'inconnu. Et qui dit inconnu dit insécurité, c'est pas forcément rassurant. Rien que ne plus avoir de corps, et puis il y en a qui avec ce changement n'ont pas d'identité, n'en ont plus. Quand tu Il y en prends a qui ces, la gardent, il y en a qui la gardent pas. quand tu prends ces voyageurs de l'astral, ceux qui ont cette faculté de se décorporer consciemment, qui ont l'habitude de se retrouver sans corps physique. Non, parce qu'à la mort, ils peuvent perdre la mémoire. Et il me vient la notion rare de... Et je sais pas pourquoi ça me revient de cet enfant qui se souvient de ses vies antérieures. Oui. Même lui qui en a une notion, il y aura quand même des... Ça pourra pas être 100% certain. Il y aura beaucoup plus de facilité que les autres, mais j'entends qu'il peut toujours y avoir des imprévus à la sortie. Beaucoup moins, beaucoup... Autre chose, Mais Marie-Pierre? il y en a qui peuvent bien gérer, mais c'est très rare. Mhm. C'est très rare. Et pour ceux qui gèrent bien, tu peux prendre un exemple, chercher quelqu'un qui gère bien la situation. Qu'est-ce qui se passe juste après C'est la très rare. décorporation? J'en vois qui ont la capacité de garder justement cette mémoire-là. Mhm. Et là, du coup, ça les impacte pratiquement pas. Mais c'est très, 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 très rare. Ça veut dire qu'ils partent directement du plan terrestre, une fois qu'ils se décorporent? Ils sont, je perçois qu'ils sont assez avancés en conscience, comme ces enfants qui savent ce qu'ils ont vécu avant Mhm. et où ils sont et pourquoi ici. Je ressens qu'ils auront beaucoup plus de facilité parce qu'ils auront la capacité de... Ouais, le passage sera beaucoup moins ou pas du tout, comment dire, brutal. Mais c'est rare de garder
comment dire, de garder certaines notions en arrivant et en repartant. Ok, Marie-Pierre. Il est temps de revenir. Je vais compter de 1 à 5 et tu te déconnectes de tout et de tous. 1. Et ton corps commence à se réveiller complètement. Et tu ressens l'énergie circuler doucement dans tout ton corps. Et tu te sens de plus en plus légère. Tu ressens une sensation de bien-être. Et tu récupères toutes tes fréquences à un niveau où tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens détendu, plein d'énergie. 3. Et tu continues à réintégrer ton corps complètement, bien équilibré, bien réajusté, bien harmonisé. 4. Et la sensation est juste merveilleuse. Et 5. Et tu es là, présent, au moment où je te parle. Et tu ouvres les yeux. Ça va, Marie-Pierre? Ça va, ça va, ça va, T'es ça encore va. fatigué? Non, 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 j'ai surtout à chaque fois très chaud. Ça va, Ok. ça va. Je vais te souhaiter une belle soirée et à la prochaine enquête. Merci à toi aussi, bah, avec plaisir, oui. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può
distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.